Bonsoir à toutes et à tous, c'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin de 19 à 20h. Ce soir, on a un seul invité, François Darros, le talonneur du CAB. Arnaud Mignardi, le centre était prévu, mais il a eu un empêchement, il n'a pas pu se joindre à nous. Donc avec François Darros, nous aborderons ce soir le top 14 avec ce mois de février très compliqué qui s'annonce. Des déplacements chez les concurrents pour le maintien et des réceptions des deux équipes notamment qui ont le mieux réussi cette saison à l'extérieur. Et puis nous parlerons aussi de lui, l'un des rares à avoir eu une activité professionnelle avant de devenir rugby pro. Bleu Blanc Noir, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et pour commencer, nous allons saluer tout le monde. On va commencer par François Darros. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Michael Nicolas, notre partenaire, le journal La Montagne. Bonsoir. Et Christophe Tastet. Bonsoir. Ce week-end, c'était relâche. Il n'y avait pas de match pour vous, François. En quelques mots, vous avez passé votre temps devant la télé, regarder le tournoi, ou vous avez réussi à vous échapper un petit peu? Non, je me suis échappé. On est allé fêter les 30 ans de ma femme, voilà. Donc joyeux anniversaire, et puis voilà, donc c'était bien sympa. Voilà, t'es entre amis. Nous sommes au Café de Paris pour ce nouveau Bleu Blanc Noir avec François Darros ce soir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et c'est l'heure, vous connaissez la coutume d'attaquer avec le billet de Christophe Tastet. Le J'ai Tasté pour vous, Christophe. Merci. Contre Toulon, qui n'est rien moins que le champion d'Europe en titre, vous fûtes magnifiques, tous. Même ceux qui n'ont pas joué une minute de la saison, comme Godignon, Casadei et Carbonneau. Je comprends toujours pas pourquoi on les garde s'ils jouent pas ces trois-là. Enfin, étant dans les tribunes pour Brive Toulon, j'ai pu le constater de mes yeux. À aucun moment, on a senti que le match pouvait vous échapper. Exactement l'inverse du match que j'ai vu avant-hier. Étant devant ma télé, j'ai pu le constater de mes yeux. À aucun moment, je n'ai senti que les Français allaient battre les Anglais. Comment dit-on ça déjà en français? Ah oui, un hold-up. Un pur chef-d'œuvre de hold-up. Pas une attaque construite, rien, enfin si. Un coup de pied, un bon rebond, un essai. Un autre coup de pied, un rebond impossible, un autre essai. Et en face, des Anglais qui nous ont laminés comme d'habitude et se font prendre à la fin, parce que comme moi, ils ne savaient pas que Zarzewski était lié. Sur la feuille de match, c'était pas tout à fait précisé comme ça. Mais je tourne la page pour revenir sur celle bien plus belle qui a vu le CAB battre Toulon 23-10. 23-10 contre le champion d'Europe. C'est pas du 26-24 de la dernière minute, ça. C'est pas du coup de bol aux deux bons rebonds. C'est pas du Zarzewski qui... Ah, si, c'est Rib qui se prend pour un 3/4 ou je ne sais quoi. Eh oui, quand même. Mais c'est du brief comme on l'aime, avec du jeu, de l'envie, de l'engagement et du résultat au bout. Merci au passage à Johnny Wilkinson d'avoir loupé une pénalité. Je l'ai en vidéo. Alors je garde la vidéo encore un mois pour bien me frotter les yeux et me dire que j'ai vu ça au moins une fois dans ma vie. Et ensuite, je vais la vendre une fortune sur Internet. À moins que, François, ça vous intéresse sous le manteau ma vidéo? Tout est intéressant en général, donc on verra bien. Ce soir, dans Bleu Blanc Noir, nous recevons donc François Darros, le talonneur du CABCL. Bleu Blanc Noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. On le disait tout à l'heure, c'était un week-end de trêve, ce week-end, pas de top 14, pas de matchs internationaux pour les Corésiens, donc vous étiez tous présents à Brive, on le suppose. Il y a eu 2 semaines pour préparer ce match face à Bayonne. Ça change à quel point d'avoir 2 semaines pour préparer un match plutôt qu'une seule entre deux échéances? Ça permet de régénérer le corps, tout simplement, et de se régénérer mentalement aussi, parce que la saison est longue, mine de rien, on enchaîne tous les matchs. Donc ça permet de décompresser, de décrocher un peu du rugby, même si on a un œil attentif sur les matchs internationaux. Il y a plus de jours de repos? Oui, un peu plus. On a une demi-journée, une journée de plus, on va dire 24 heures de plus, donc ça permet vraiment de décrocher un peu, ça fait pas de mal. Et en plus, vous découvrez des activités annexes, le judo jeudi matin, il me semble que c'était? Oui, tout à fait, ouais. C'était très sympa, on a bien rigolé, donc c'était très court mais intense, donc c'était intéressant aussi pour tout ce qui est l'aspect rugby et l'aspect contact. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, on a travaillé un peu comme des enfants qui attaquent le judo, voilà, des roulades, des tours de tatami, et puis après quelques combats, des combats, on va dire à poste égal à peu près, et puis voilà, de sortes de sumo, de pousser, tirer, faire tomber, etc. Il y en a qui auraient pu faire carrière dans le judo? Oui, Thomas Salchou, je pense qu'à vu son gabarit, et puis sa force, ça serait bien passé dans les poids moucheux, voilà, je pense qu'ils auraient éclaté tous, voilà. Est-ce qu'il a autant de problèmes avec l'arbitrage en judo qu'en top 14? Non, c'est beaucoup plus simple, les règles sont, on peut faire tomber sur la nuque, il n'y a pas de problème. On va passer à tout à fait autre chose. Je le disais en introduction, vous êtes l'un des seuls à avoir eu une activité professionnelle dans le rugby, avec Simon Pinet, qui était chef de chantier, s'il me semble, Michael Nicolas. Oui, dans le BTP. Dans le BTP. Vous étiez?
Cadre commercial dans la viande, voilà. Je travaillais dans un abattoir et je vendais la viande aux grossistes, aux supermarchés et aux boucheries. Voilà, tout simplement. Parce qu'à l'origine, vous n'étiez pas destiné, entre guillemets, à faire du rugby professionnel? Disons que j'ai jamais eu l'occasion et puis tout s'est dessiné rapidement et puis je me suis donné les moyens de faire, en tout cas d'arriver là et j'y suis et c'est un coup de bol énorme et tant mieux pour moi, voilà. Et comment ça s'est passé en fait de passer ainsi cadre dans la viande? Bon, vous jouiez au rugby bien sûr les week-ends, mais devenir professionnel, il y a quand même une étape à passer. Quelle a été la petite anecdote, s'il y en a une, qui a permis que vous L'anecdote, jouiez, c'est les sélections en France amateur qui m'ont permis de goûter au plus haut niveau amateur et c'est Yves Jacques et Olivier Magne qui m'ont dit tu pourrais jouer au plus haut niveau pour des deux ou voilà au top 14 après il faut pas rêver et voilà et puis au final ça a ouvert des portes, les gens ont entendu parler et puis sans que je fasse quoi que ce soit, ça s'est fait sur Bayonne et voilà. Je suis très content en tout cas. Bayonne, on va en reparler bien sûr tout à l'heure. C'est juste le match de cette fin de semaine. Et le fait d'avoir eu un travail avant, le fait d'être joueur professionnel aujourd'hui, dans votre semaine, ça change complètement. Vous avez l'impression d'avoir peut-être entre guillemets plus l'appréciation de la valeur de la vie quotidienne aujourd'hui, peut-être de la valeur de l'argent par rapport à d'autres joueurs. Enfin, je veux dire, ça vous change un peu l'état d'esprit par rapport à d'autres? Disons l'état d'esprit, j'étais dans des entreprises où c'est vrai que c'était un esprit d'équipe aussi, qui marchait un peu comme le rugby. Après, c'était d'autres horaires, c'est sûr. Hein. C'est tôt le matin, tard le soir. Je rentrais, j'allais à l'entraînement, mais bon... disons que le rugby, on prend soin de son corps plus que quand on est professionnel, plus que quand on est commercial et rugbyman en même temps, où on est obligé de se donner à 200%, voilà, et peut-être les pépins et tout ça, on les oublie et quand on a un boulot derrière, un patron qui pousse. Et pour le rugbyman professionnel, c'est plus l'aspect mental et l'aspect physique, donc beaucoup de régénération pour le corps parce que les charges de travail sont beaucoup plus importantes que ce que l'on pouvait faire en amateur, quoi. Voilà. L'après-rugby, est-ce que vous l'avez déjà envisagé? Est-ce que vous allez retourner sur ce même travail? Ou, petite anecdote ici, on est au Café Le Paris, vous vouliez embarquer des tabourets la dernière fois du Paris. Est-ce que vous voulez je sais pas, partir dans la décoration d'intérieur plus tard? Oui, tout à fait, architecte d'intérieur ou autre, je sais pas. Non, je sais pas, j'ai l'opportunité de retourner dans le métier que je faisais sur la côte basque et d'autres opportunités peut-être, je sais pas. Pour le moment, c'est un peu flou, mais c'est vrai que peut-être c'est peut-être prétentieux, mais le fait d'avoir travaillé avant, disons que j'appréhende moins le retour à la vraie vie, à la vie professionnelle hors rugby, quoi. Donc vous y songez déjà, même s'il reste encore quelques années de carrière avant. Oui, mais je pense que c'est quelque chose à préparer quand même, à garder au moins dans un coin de la tête et à préparer au moins 2-3 ans avant d'arrêter pour être tranquille à l'arrivée, quoi. Et pas se poser les bonnes questions au dernier moment, tout simplement. Donc on parlait tout à l'heure de votre parcours, vous êtes passé par la Fédérale 1, notamment à Groyer, puis après vous êtes parti sur Bayonne, il y a eu l'équipe de France amateur entre tout ça. Et on a une question d'auditeur sur Facebook. Un jeune homme qui s'appelle Apprenti Rugbyman et qui voudrait revenir encore plus en amont, savoir comment vous étiez devenu talonneur et lui, quels conseils vous pourriez lui donner pour qu'il devienne lui-même talonneur. Moi c'est simple, je faisais du judo jeune, voilà, jusqu'à 11 ans je crois, et un de mes amis me dit je vais au rugby, je dis je viens avec toi. Voilà, donc je connaissais un peu par le biais de mon père et en fait je suis arrivé, j'avais un entraîneur qui s'appelait Patrice Lisan de Gaillac à mon premier club et qui m'a dit toi tu joueras talonneur. Donc j'ai pas eu le choix. Je connaissais à peine les règles du rugby et voilà, depuis j'ai pas décroché de ce poste-là, voilà, tout simplement. Donc un conseil à lui donner, qui joue le poste qu'il a envie au départ et puis après les choses elles se feront naturellement. Voilà. Donc pas de conseils particuliers, pas de... Non, de se donner à fond et d'y croire jusqu'au bout tout simplement. Se donner à fond aussi en troisième mi-temps, c'est important pour être talon? Ouais, je pense que oui, ça fait partie du rugby. Enfin, moi je le vois que c'est une notion du rugby que je pense qu'il faut vivre dans le groupe, vivre à l'extérieur aussi et créer des liens plus fraternels que peut-être sportifs sur le terrain, et je pense que les choses vont plus simplement dans la vie comme ça en tout cas. Peut-être pas aller jusqu'au bout de la troisième mi-temps, mais au moins faire une partie, quoi. Guillaume Ribes nous disait la dernière fois que vous étiez l'un des premiers à sortir. Non, c'est plutôt lui, hein. Il s'est moqué de moi, il me charriait. Vous charriez? Vous êtes sûr que la victoire à Toulon n'a pas trop été fêtée? Non, disons qu'on se tire à la bourre un peu, donc voilà.
que ce soit en dehors ou dans le terrain, donc c'est très bien, c'est très bien comme ça, non, c'est bon enfin. Mais vous avez quand même la possibilité de temps en temps de boire une petite bière histoire de célébrer le match. On la boit en général avec Guillaume, on la boit de suite à la fin du match tous les deux ensemble, donc c'est une tradition qu'on s'est imposée tous les deux naturellement depuis le début de saison, donc c'est très bien. Une tradition imposée, mais est-ce que les préparateurs physiques vous imposent peut-être un régime diététique, enfin sur ce genre de choses, l'alcool, tout ça? Disons que quand je suis arrivé à Bayonne, je me suis imposé beaucoup trop de choses. Et voilà, ça m'a pas réussi. Et en fait, arrivé à Brive, j'ai dit, je vais me lâcher, faire ce que je sais faire le mieux, vivre tout simplement. Et voilà, je fais attention, sans trop faire attention. Je fais pas n'importe quoi, voilà, mais je vis normalement la diététique normale d'une personne lambda, quoi. Mais vous êtes plus suivi quand même en étant joueur professionnel qu'avant quand vous étiez amateur. Disons qu'on a Didier Casadei qui est passionné de chevaux, donc lui, il regarde le poids toutes les semaines ou tous les 15 jours, il nous regarde le poids attentivement. Si on a pris 10 grammes ou 20 grammes, attention, donc on fait plutôt gaffe, voilà, mais bon, il n'y a pas de restriction du moment qu'on est bien à notre poids et qu'on est en forme, il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit de plus pour être encore plus, voilà. Mais ça marche cette préparation physique à l'heure actuelle, parce que si on regarde l'infirmerie corrézienne par rapport à d'autres clubs, il y a eu quasiment personne, pas grand monde de blessés. Alors certes à votre poste il y a eu Louis Acosta qui a eu quelques petits soucis, mais quand même l'infirmerie est plutôt vide, donc vous êtes plutôt bien suivi à Brive, c'est ça qui joue en fait, non, fait que l'infirmerie soit vide? Oui, tout à fait, oui, c'est sûr que physiquement on est bien suivi, on en chie un peu, hein, voilà, pour dire quand même, hein, pour rattraper les excès, on est obligé quand même de se donner, mais je pense que après les infirmeries, elles se vident rapidement ou elles restent vides, mais elles se remplissent aussi très vite, donc ça peut aller très vite. Là, on est presque aux 2/3 de la saison, et pour le moment ça va, on va toucher du bois parce que ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi, donc pour le moment ça va. On a la chance de pas avoir trop d'internationaux aussi, parce que c'est une chance mine de rien, parce que comme ces week-ends où on peut récupérer complètement, donc c'est vrai que ça permet de faire des pauses et de régénérer, donc c'est aussi ça qui fait qu'on est plutôt en forme, entre guillemets. On est en train de redevenir sérieux et de parler de rugby, mais nous allons faire une petite pause avec ce premier choix musical. Vous connaissez le principe du jukebox sur France Bleu Limousin. Riyad, qui est encore fan des Spice Girls, voilà. Mais il était tout jeune à l'époque, pourtant. Oui, mais c'est encore sur sa playlist, donc j'ai fait un petit clin d'œil, voilà. Merci Hugues. François Darros qui est notre invité, le talonneur du CABCL ce soir dans Bleu Blanc Noir. Restez avec nous, on va rentrer dans le vif du sujet cette fois avec ce mois de février, je le disais tout à l'heure, assez compliqué. Juste pour vous donner une idée, Brive se déplace à Bayonne samedi, la semaine qui suit ils reçoivent le Stade Français, puis après ils se redéplacent à Perpignan et Bayonne, 2 équipes, 2 concurrents pour le maintien, et enfin ils reçoivent Grenoble et le Stade Français sont juste les 2 équipes qui ont pris le plus de points à l'extérieur en ce début de saison. C'est un vrai mois charnière pour Nicolas Godignon que je vous propose d'écouter tout de suite, le manager général du CABCL. Ça va être un mois charnière pour la saison du CAB, ça c'est sûr, et pas que pour le CAB, puisque des équipes comme Bayonne, des équipes comme Oyonnax, comme Perpignan aussi, vont avoir des matchs difficiles, et on aura à jouer contre ces équipes-là à l'extérieur notamment, donc ça serait bienvenu d'aller chercher des points et bien sûr de continuer notre route et notre marche en avant par rapport au match à domicile. Ça pourrait être le premier top 14 avec plus de 50 points pour assurer un maintien. 3 victoires, ça nous mettrait 12 points de plus. 12 points de plus à ajouter à nos 39 points, on serait à 51 points. Il est évident qu'aujourd'hui, on est maître de notre destin et c'est quand même une bonne chose de pouvoir maîtriser son avenir. Voilà, ça dépend complètement de nos performances et je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie d'aller chercher au moins ces 3 victoires le plus rapidement possible pour essayer peut-être d'entrevoir autre chose. Nicolas Godignon, joint hier par Manuel Caillot. Entrevoir autre chose. François Darros, vous y pensez là, au lendemain de la victoire face à Toulon? La dernière fois où vous m'avez posé cette question, on a perdu contre Biarritz. Donc on va topper la question de suite. Voilà, je répondrai ni oui ni non et voilà, que ce sera plus simple. C'est vrai que la dernière fois qu'on vous avait accueilli, il y avait eu une petite mauvaise passade dans la foulée. La réception de Biarritz plus le déplacement à Oyonnax. Bon, ce coup-ci pour aller à Bayonne, c'est quels objectifs? Est-ce que vous allez sélectionner vos matchs pour ce mois de février très compliqué? Parce que les jouer les 4 à fond, c'est peut-être le risque là pour le coup de remplir l'infirmerie. Quand on joue au match de rugby, on joue pour le gagner, quel que soit l'effectif, quels que soient les joueurs qui jouent. Et voilà, de toute façon, je pense que
que notre credo depuis le début de saison, c'est commencer et terminer pied au plancher pour se maintenir le plus vite possible. Si ça doit passer par ces 4 matchs ou d'autres, peu importe. Voilà, d'abord le maintien et voilà, récupérer un maximum de points à chaque match. Si on peut faire 4 sur 4, ce serait très bien, mais bon, on n'est pas non plus des grands rêveurs, mais voilà, on va s'accrocher pour faire le meilleur résultat. Une réaction, Michael Nicolas ? Oui, effectivement, là où ça peut être un petit peu compliqué pour les brivistes, c'est que depuis le début de saison, où il y avait eu un enchaînement de 9 matchs, ça va être le premier bloc, entre guillemets, avec 4 matchs consécutifs. Là, il va peut-être falloir, sinon sélectionner, on peut s'attendre de toute manière à ce que Brive reste fidèle à ce qui a été fait sur les déplacements. Preuve en est, la seule fois où Brive a quasiment pas tourné à l'extérieur, c'était à Oyonnax, dans la foulée de la défaite à Biarritz, et ça pouvait se comprendre. Et c'est quasiment, avec Montpellier, le seul match, Montpellier et Toulon, en début de saison, le seul match où Brive n'a pas pris de points à l'extérieur. On peut cibler peut-être davantage Perpignan, parce que ça va être un autre doublon, et que Bayonne n'est pas tellement concerné par les doublons. On peut pas dire que le CAB est pâti jusqu'à présent de faire un petit peu tourner son effectif pour aborder les échéances qui se sont présentées à lui. Il n'y a pas de raison de changer, même si effectivement les 2 matchs à domicile seront très importants. Et très difficiles. Très difficiles. On en revient à ce que disait Nicolas Godignon sur le maintien à 50 points. Paris et Grenoble sont 2 équipes qui ont 14 et 15 points à l'extérieur, avec pour certaines plus de matchs joués à l'extérieur. Donc il faudrait regarder la moyenne des points. Mais les gros réussissent mal à l'extérieur. Toulon a eu du mal à Brive, Montpellier a du mal aussi à l'extérieur, Toulouse on n'en parle même pas. Donc forcément ça nivelle en tout cas pas les valeurs, mais en tout cas ça densifie le bas du tableau comme le haut du tableau, mais bon, comme Brive est plutôt à jouer le maintien, ça impose d'être intraitable à domicile. L'appétit contre Paris et contre Grenoble, il sera là. Les brivistes, ils vont avoir les crocs. On voit mal comment ils pourraient passer, comme ils l'ont fait contre Biarritz, encore une fois, à côté et à domicile. Pour moi, je pense que c'est pas possible. Ensuite, l'avenir le dira. François, vous confirmez l'état d'esprit pour jouer des équipes comme ça à domicile et peut-être un peu plus présent que quand on se déplace à l'extérieur ? Ça serait c'est un mensonge de dire non, c'est sûr. Et quand on joue des grandes équipes à domicile, on a envie de prouver que voilà, on est au niveau, qu'on peut s'envoyer autant que les autres à domicile, voilà. Mais maintenant, on peut pas galvauder tous les autres matchs, quoi. Voilà, on sait que ça va se jouer à 1-2 points, certainement le maintien. Comme le dit Nico, 6 fois on va dépasser les 50 points pour le premier maintenu, donc ça va être compliqué, quoi. Donc je confirme d'un côté oui, mais d'un autre côté on sait que tous les points sont bons à prendre. Voilà. Il faudrait dépasser les 50 points. Pour cela, il faudrait prendre 3 victoires, ce que disait aussi Nicolas Godignon qu'on a entendu tout à l'heure. 3 victoires et les prendre rapidement. C'est ce qu'il disait. C'est pour ça que c'est un peu en contradiction avec votre analyse, Michael. C'est-à-dire les prendre rapidement. C'est-à-dire les prendre là au mois de février, ou est-ce qu'on déborde un petit peu sur le mois de mars? Tout ça peut-être pour aller jouer ce quart de finale à Bath? Oui, mais il y a là-dedans du management. Nicolas Godignon, on va pas dire à ses hommes. En plus, il connaît et tous les brivistes, ils connaissent leur fin de calendrier. On peut dire que Biarritz est déjà enterré. Que quand les brivistes iront jouer à Biarritz, ce sera une victoire assurée. À mon avis, ce sera pas le cas. On peut penser qu'Oyonnax, si Oyonnax rate encore un match et est condamné, ils viendront sans aucun espoir. Donc on peut toujours miser sur la suite. Mais vu les résultats du CAB jusqu'à présent à l'extérieur et la victoire contre Toulon, ils se sont offert une balle de break face à au moins un de leurs 2 adversaires directs, Bayonne ou Perpignan. Il n'y a aucune raison de ne pas jouer au moins un de ces 2 matchs à fond. Enfin, ils vont les jouer de toute manière, mais de se dire qu'ils peuvent prendre au moins un point et peut-être plus, et que le maintien effectivement peut arriver à la fin de ce mois de février. S'il est aussi charnière ce mois de février, c'est parce que Nicolas Godignon le disait un tout petit peu, le sous-entendait un petit peu, c'est que ça va pas seulement dépendre des brivistes. Ils ont l'avantage d'avoir leur destin en main. S'ils gagnent leurs 2 matchs à domicile, ils seront toujours sur les rails. S'ils battent un de leurs adversaires, ils le seront encore plus. Mais il y a aussi une équipe qui peut se prendre les pieds dans le tapis. C'est peut-être ça le plus important,
c'est de tenir, de continuer à tenir le plus longtemps possible, parce que pour le moment, personne n'a lâché. Personne n'a lâché, et Brive, on l'a compris, il y a 39 points aujourd'hui au classement, un petit matelas qui permet de voir et d'envisager l'avenir. Mais là, samedi, pour repasser dans le contexte, c'est Bayonne, vous êtes un ancien Bayonnais, vous le dites, il faut aller prendre des points là où ils sont. Vous avez des contacts toujours sur Bayonne, et dans quel état d'esprit eux ils sont? Oui, ils sont dans un état d'esprit. Oui, j'ai des contacts, oui, c'est sûr. Oui, notamment avec Arrête Seguinis et Julien Puricelli, voilà, des copains de là-bas, quoi. Et ils sont dans un état d'esprit où qu'ils connaissent, qu'ils ont vécu déjà les années précédentes. Donc, en général, Bayonne finit toujours bien ses saisons. Donc, à mon avis, ça va être le cas pour eux encore une fois. Voilà, pour avoir vécu là-bas des descentes repêchées sur tapis vert et des maintiens sur le fil. Je sais que cette équipe a les moyens de revenir, de rebondir très vite dans cette fin de saison et dans le championnat, ça c'est sûr et certain. Vous y allez pour prendre des points. Sur quoi ça va se jouer? Comment prendre des points à Bayonne qui va sortir les crocs, qui va montrer les crocs samedi? Mais disons qu'il faudrait faire une entame de match au moins aussi bonne que ce qu'on les fait à la maison. Voilà, tout simplement. Je pense que ça passera par là et de l'agressivité dans le combat et s'envoyer, tout simplement. C'est la question de Daniel Dargentin, en fait, qui a posé cette question ce matin au standard de France Bleu Limousin. Et je vous le rappelle, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à nous en poser. Il y a un ballon long dédicacé à gagner pour la question qui sera sélectionnée en fin d'émission. Et Daniel Dargentin, ce matin, vous demande, pouvez-vous rééditer la même prestation que contre Toulon, mais cette fois-ci à l'extérieur? C'est possible. Je pense qu'on en est capable. On l'a pas fait encore. Le groupe grandit de semaine en semaine. On prouve, c'est vrai, beaucoup à domicile. Je pense qu'à l'extérieur, on a prouvé certaines choses, mais on n'est pas allé au-delà encore de tout ce qu'on peut faire, peut-être dans la mauvaise gestion du match ou des pénalités pas tentées ou ratées ou des fautes bêtes, comme je pense qu'au match à Paris ou contre Clermont-Ferrand, où je pense qu'on aurait pu faire des résultats différents, voilà. Même si on a récupéré des points, je pense qu'on aurait pu faire mieux, c'est sûr et certain. On va pas considérer que c'était des échecs non plus, mais c'est vrai qu'à chaque fois on peut apprendre de ces mauvaises expériences. Donc peut-être que là vous êtes arrivé à point, assez mûr pour en l'emporter à Bayonne. Ça serait prétentieux de dire ça complètement, voilà. Je pense que le groupe grandit et on verra après les 80 minutes passées à Bayonne où on en est concrètement. Michael Nicolas. Effectivement, là où Brive aura un avantage, c'est sur ses entames, parce que on l'a vu à domicile, mais on l'a aussi vu à l'extérieur. La première mi-temps de Bordeaux était très réussie. Il y a assez peu d'entames. Il y a que Montpellier finalement, et encore une fois Toulon, où les brivistes ont vraiment peiné, ont eu un passage à vide. Pour le reste, il est venu plus tard. Et là où c'est intéressant, c'est que Brive, ayant battu Toulon, la pression elle sera davantage sur les épaules des Bayonnais. Plus longtemps ils pourront les faire douter, mieux ce sera. Après, c'est un match à l'extérieur. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais la discipline comptera énormément. Et elle a déjà, par le passé, joué des tours à l'extérieur, à Brive, sur des matchs où ils auraient pu et où ils avaient les moyens de s'imposer. On retient Grenoble comme étant un très bon résultat, et c'est le cas comptablement et même sur le contenu. Mais ce jour-là, il y avait eu 65 minutes à 14 contre 15. Voilà, et quelques pénalités. Alors les buteurs avaient eu des échecs de part et d'autre, donc ça avait permis au final ce bon résultat. Et je pense aussi, Nicolas Godignon l'a dit, que les brévistes sont pas loin du déclic. Alors le problème dans le sport de haut niveau, c'est que on peut être pas loin du déclic, et pour autant parce qu'on rate la préparation, parce que on va rater une ou deux choses. Moi je comprends François quand il dit on va éviter d'être prétentieux et de penser parce qu'on a battu Toulon on peut aller voilà, la marge est vraiment ténue, et donc on peut très vite basculer sur un mauvais match, et ils peuvent aussi bien prendre la marée à Bayonne, et ce serait pas dramatique en soi au niveau du classement, parce que quoi qu'il arrive, Bayonne restera derrière Brive, mais ce serait quand même une mauvaise opération, sachant qu'ils ont les moyens, encore une fois, de prendre un point, voire plus qu'un point. Le fait que Bayonne ait battu, vous avez battu Toulon, mais eux, ils ont battu Clermont à domicile, 18-9 sur cette dernière journée. Le fait qu'ils aient remporté la victoire face à Clermont, ils vont peut-être être un peu plus sereins aussi pour vous affronter. Ça peut jouer ? Ah oui, ça joue, c'est sûr et certain. Quand on joue des grandes équipes et qu'on gagne avec 10 points d'écart, c'est clair qu'on peut se dire que
que c'est gagné pour le prochain. Maintenant, c'est vrai que souvent les clubs, les petits clubs, disons d'en bas, quand on joue les gros, c'est vrai qu'on a un autre challenge, quoi. C'est le challenge de se faire voir, de montrer que l'équipe est soudée, de se prouver des choses. Et quand on joue des équipes du même classement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de contraintes, le combat est beaucoup plus acharné, on est dans le même registre de jeu, donc c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Je pense que les grosses équipes qui se déplacent avec les doublons ont moins faim que nous qui sommes à l'agonie, pas à l'agonie mais pas loin, en bas du tableau, quoi. Bleu, blanc, noir, c'est jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. C'est la fin de cette deuxième partie. On va revenir dans un instant et revenir un petit peu sur ce match face à Toulon, cette éclatante victoire. Notre invité ce soir, c'est François Darros, le talonneur du CABCL. Des choix musicaux aussi bien de sa part que d'Ardo Mignardi qui est invité et qui n'a pas pu venir. Nouvelle musique, nouveaux morceaux choisis. Association dont il est président, Soutenir Barreau. La vente aux enchères continue, se poursuit. Tous les mercredis, 5 nouveaux maillots sont mis en ligne. Prix de départ 200 €. Il y a même une soirée à Auch qui est organisée ce week-end. Si vous n'allez pas voir le CAB, vous pouvez descendre à Auch dans le Gers. Voilà pour le point. Et Alexandre, lui, est sorti de l'hôpital, il me semble. Oui, apparemment, oui, il est sorti de l'hôpital. Il est en centre de rééducation. Et voilà. Et bon, je pense qu'aucun joueur de Brive ne passe pas à lui au moins une fois par jour, ou voire 10 fois par jour. Voilà. En tout cas, on l'embrasse très fort, quoi. Alors bien sûr, il y a la vente aux enchères. Il y a aussi les dons que vous pouvez faire sur soutenirbarreau.fr. Bleu, blanc, noir, c'est jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. France Bleu Limousin. Le match que nous avons vécu ensemble, c'était Toulon. Vous, François Darros, sur le terrain, et nous, bien sûr, à la radio. Cette victoire 23-10. Déjà, vous étiez remplaçant, vous êtes rentré en cours de jeu. Comment on vit cette première mi-temps complètement dominée, parce que les Toulonnais sont quasiment pas venus dans le camp briviste? On l'a dit comme si on était sur le terrain. Voilà, c'est magique. Voilà, c'est Toulon, le champion d'Europe, que des grands noms, que des sélections, que voilà. Un état d'esprit dans le vestiaire avant le match et toute la semaine irréprochable de tous les joueurs et voilà, et un essai qui nous libère complètement, l'essai de Guillaume, et voilà, de la magie, sincèrement. On rentre dans le vestiaire à la mi-temps, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec eux sur le terrain, et voilà, donc c'est génial, quoi, génial. Et vous avez surtout su vous adapter à ce terrain très délicat, ce qui avait peut-être un petit peu fait défaut à l'époque, vous savez, Biarritz, le Racing Métro, tous ces matchs d'hiver où il a fallu attendre un petit peu pour que vous passiez du jeu de 3/4 derrière au jeu devant. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on a une solidarité dans l'équipe qui fait que je pense qu'on a des 3/4 qui pourraient jouer devant, donc ça facilite les choses, quoi. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Arnaud, qui est absent, donc voilà, je pense que les absents toujours tort. Voilà. Il a un beau bandeau maintenant, donc c'est superbe, quoi. Un petit clin d'œil à Barreau, et voilà. Je pense qu'il joue devant aussi à chaque match. À votre entrée en jeu face à Toulon, pour l'instant la touche briviste à ce moment-là du match, et elle l'est toujours. Vous êtes l'équipe qui récupère le plus de ballons sur vos propres lancers, mais quand vous êtes entré en jeu, il y a eu 3 lancers un petit peu cafouillés. Il y a une explication? 0 sur 5, l'excitation et tout, donc voilà, je sais pas, voilà. C'était une mauvaise entrée pour moi en matière de délancer. J'espère que ça se passera mieux ce week-end. Voilà, c'est de ma faute tout simplement, et ça arrive de temps en temps comme les buteurs, et ça m'est arrivé ce week-end. Voilà, c'est comme ça. Il y a des moments où ça passe pas. Donc c'était heureusement qu'on gagnait et qu'on a gagné le match au final. Voilà, mais bon, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. On aurait pu faire un peu plus de spectacle. Voilà, on les a laissés un peu revenir dans le match. Michael, Nicolas, c'est les dominos un peu dans ce cas-là. Vous pensez que c'est le premier lancer raté qui ensuite entraîne un peu les autres? Ça met le doute dans ces cas-là. En général, quand on a une mauvaise passe, on essaie de se reconcentrer un maximum pour régler vite le problème et essayer de se détendre. Mais j'étais ou trop énervé ou trop, je sais pas. Et cette fois-là, quand j'ai raté un ou deux, en général, j'arrive à me remettre de suite dedans. Surtout que c'était pas des touches non plus difficiles. Hein. Ils étaient même pas en face. Moi, j'ai lobé, je crois, Simon Pinet et Waka de 1 mètre chacun. Donc voilà, c'était à moi de régler l'histoire. Voilà. Donc voilà, on va bosser pour, en tout cas. On va bosser pour, ou vous avez déjà bossé pour? Vous avez déjà eu une semaine pour vous entraîner Non, j'ai déjà bossé pour, et on va avec le groupe, voilà, pour reprendre les automatismes, et voilà, et surtout bien
bien me détendre avant chaque lancer et me reconcentrer là-dessus, c'est sûr. Voilà. Pour être ainsi l'équipe la plus performante sur ces propres lancers, ça veut dire que la touche, ce secteur de jeu précisément, occupe quelle part de vos entraînements au long de la semaine? Disons que la conquête, en tout cas, que ce soit la mêlée ou la touche, ça occupe devant, ça occupe 2 journées entières, quoi. Voilà, ça, on la consacre énormément là-dessus, parce que si on joue sans ballon, on peut pas se permettre de perdre 1 ou 2 ballons dans un match, ça peut changer la donne complètement. Donc c'est bosser énormément le mardi matin en séparé, donc les avants et les 3 quarts séparés, où on fait mêlée et touche, et les après dans toutes les phases de jeu, de défense, on continue à travailler quand on est avec les 3 quarts, c'est cette phase, et le jeudi on remet une couche le jeudi matin et jeudi après-midi, où c'est spécifique mêlée le matin et spécifique touche l'après-midi pour être le mieux tous ensemble, quoi. La touche, c'est une histoire de précision, presque de perfection. Didier Casadei, il vous lâche un peu avant que vous ayez atteint votre maximum, ou au contraire il vous fait cravacher jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit totalement parfait? Non, ça dépend des fois. Didier, c'est le personnage, donc il essaye de nous pousser à bout, voilà, et nous on essaye au contraire de se concentrer, de le laisser dire, voilà, même s'il a souvent raison, mais bon, ça fait partie des entraîneurs, et nous, comme on est des râleurs, on essaye de régler les choses entre notre lancer, les sauts, le timing, et voilà, c'est une histoire de timing surtout, et voilà. Qui dit touche dit annonce. Oui. L'annonce est faite par l'un des joueurs de l'alignement. Généralement, oui. J'ai pu voir à l'entraînement Petrus Oman, Julien Lededec. Voilà. Je me trompe pas? Non, c'est ça. Qui c'est qui décide sur le terrain? Parce que c'est pas forcément l'annonceur qui décide. Disons qu'il y a une ligne conduite, un plan de jeu qui est fait en début de semaine, et après on décide des touches qu'on va faire sur la semaine en fonction de chaque adversaire, et ensuite en fonction de ce que les 9 et les 3 quarts demandent, s'ils veulent un ball porté, s'ils veulent un ballon direct, ou si on fait des combines nous-mêmes devant pour lancer le jeu derrière, etc. Mais qui prend la décision? C'est un secret? On le garde secret, non, c'est celui qui annonce, c'est Petrus, Julien ou Hugues ou Méloche des fois, voilà, donc c'est aléatoire, c'est à celui qui est le chef de la touche qui est responsable de ça. Et après, s'il y a un réglage à faire dans le match, on se parle rapidement pour changer de zone ou faire autre chose. Voilà. On a eu les coachs il y a pas très longtemps qui nous parlaient de la vidéo dans leur préparation de match. Ça veut dire que vous regardez beaucoup les autres équipes, mais les autres équipes vous regardent aussi beaucoup, ce qui veut dire que les annonces sont peut-être un peu éventées. Tous les combien vous êtes obligés de changer les annonces pour la même combinaison? Disons que on s'adapte en fonction des équipes, c'est vrai, on les observe, on essaie de voir où les espaces sont libres, et on va dire que chaque semaine ça change, quoi. C'est dur d'apprendre les annonces? Non, les annonces changent pas trop. Après, c'est surtout les mouvements dans la touche, ou si le talonneur déclenche, ou si c'est un sauteur, un lifter, voilà. Ça dépend, c'est aléatoire, quoi. Allez, il est temps de faire une nouvelle pause et de laisser parler le jukebox une nouvelle fois. Nouveau morceau, nouveau choix musical. Que on pouvait pas passer sans le bal masqué, donc voilà, tout simplement. Est-ce que vous échangez vos choix musicaux avec l'autre invité? On a ouï dire, et j'ai entendu, et j'ai eu l'oreille proche quand il l'a annoncé, donc je me doutais qu'il fallait mettre quelque chose qui est de similaire à côté, quoi. Allez, Bleu Blanc Noir, il reste quelques minutes avant de rendre l'antenne. On se retrouve dans une petite seconde. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et s'il y avait trêve ce week-end, c'était parce que l'équipe de France jouait. Tournoi des 6 nations oblige. J'ai plutôt de très bons résultats, Michael Nicolas, de toutes les équipes de France. Oui, 100%. Notre spécialiste. 100%, 6 sur 6 pour les équipes de France, puisque les féminines, les universitaires, les amateurs, et les 2 équipes U20, donc féminines et masculines, l'ont emporté face à l'Angleterre. Et bien sûr, l'équipe de France homme, le 15 de France, a lui aussi gagné sur le fil avec un essai du bout du monde de Gaël Ficou. Sur un beau travail Dimitri Zorzeski. C'est vrai, qui a un peu joué comme un centre sur l'action. Vu l'année 2013 très difficile des Bleus, commencer par une victoire, c'est bon pour le moral. Et alors c'est pas les brévistes qui diront le contraire, parce que la victoire permet de travailler plus sereinement. Pour Brive, c'était Toulon récemment. Pour les Bleus, il y a encore l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie, puisque les 2 derniers matchs contre l'Italie se sont soldés par de mauvais résultats et par des défaites pour les Bleus. Même si, au vu de ce week-end, effectivement, l'Écosse est l'équipe qui paraît la plus en difficulté, parce qu'elle a moins de poids devant
au niveau de son pack, on les a vus plus en difficulté. Si je parlais du travail de Dimitri Zarzeski, c'est que je voulais aussi parler de la capitaine de l'équipe de France féminine, Gaëlle Mignot. Elle joue aujourd'hui à Montpellier et elle est même capitaine de son équipe en première division. Mais si vous ne le savez pas, c'est une joueuse qui est passée par la Corrèze, qui a évolué à Salon-la-Tour à l'époque où les Arlequines jouaient en première division. Elle a fait ses études en Staps-à-Brive et elle a marqué 2 essais. Les Talons étaient un petit peu à l'honneur ce week-end, François Darost, en équipe de France. Et vous-même, vous avez joué les Anglais il y a quelques années de ça en France amateur. Oui, c'est vrai qu'on a, disons que ce poste au niveau international est bien utilisé, hein, avec Kaiser et Zarzeski. On a pu voir tout leur travail pour le match contre l'Angleterre. Et c'est vrai que cet essai avec le punch de Dimitri, ça a permis de libérer la France. Donc félicitations à lui, hein, voilà. Et comme quoi, c'est vrai que c'est un poste complet et qui permet de autant jouer les ballons que d'aller les gratter, que d'aller lancer en touche ou pousser à mêler. Donc c'est super pour notre poste en tout cas. Et de marquer des essais aussi comme Guillaume Ribes. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Un exemple à suivre. Oui, un exemple à suivre. Hein. J'ai jamais marqué encore, donc voilà. Un jour peut-être. Jamais Eva. Jamais professionnel. Non, jamais. Ah ben on va guetter ça. Mais voilà, vous voyez. On va guetter ça. Allez, c'est l'heure des cartons sur France Bleu Limousin. Chacun à votre tour, vous allez nous donner un carton blanc ou un carton noir, et on va commencer tout de suite par Monsieur Christophe Tastet. Alors un carton blanc à Dax qui a inauguré un nouveau stade de rugby il y a 10 jours. Ils l'ont arrosé il y a 3 jours. Et puis un carton noir à Dax pour n'avoir pas pensé du coup à créer le waterpolo rugby. Parce que le stade de Dax est sous les eaux. Oui, enfin pas celui de l'USD, mais un nouveau stade. Un nouveau stade, oui. Tout à fait. Michael Nicolas. Je vais mettre un carton blanc, pas bien original, mais pour Gaël Ficou. Alors c'est la conclusion d'une action d'envergure. Hein. Il n'a pas eu plus difficile à faire, même s'il fait une belle feinte sur la fin, mais parce que c'est un joueur d'avenir et que rentrer comme ça pour quelques secondes et être décisif, c'est la preuve qu'il a un talent énorme. Et pour le carton noir, je sèche un peu, on va dire, pour le calendrier de Brive en février, il va être déterminant, donc il va pas falloir se rater. Donc c'est pour les aiguillonner un peu les brévistes et qui restent bien vigilants. François Darost. Alors un carton blanc pour Barraud qui est sorti de l'hôpital et qui est en rééducation. On pense fort à lui et voilà que du positif, et voilà, on pense très fort à lui, et venez sur le site faire des enchères, voir ses jolis maillots, et voilà, c'est tout pour lui. Donc voilà, on l'embrasse très fort. Vous en avez acheté un de maillot? Non, il faut que je m'en occupe, mais je vais faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Et ensuite, carton noir à mon compatriote et collègue Arnaud Mignardi qui m'a abandonné ce soir, et voilà et pour son choix aussi musical. Voilà, je le félicite encore. Les vôtres étaient pas meilleurs, pour ainsi dire. On va pas se permettre de juger à peine, mais ils m'ont été soufflés par Arnaud Mignardi, bien sûr, qui n'est pas là. Avant de partir, François, il faut que vous fassiez un choix pour le vainqueur du ballon dédicacé. Alors soit c'est Daniel d'Argenta qui l'emporte avec sa question sur est-ce que vous pouvez réussir la même prestation à l'extérieur qu'à domicile face à Toulon, ou alors du jeune homme qui nous a contacté sur Facebook, apprenti rugbyman. Comment devenir talonneur? Lequel des deux? Comment devenir talonneur, évidemment. Voilà. Très bien. Mais le jeune homme qu'on va recontacter va pouvoir venir chercher son ballon à l'agence France Bleu Limousin de Tulle. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous d'être venus, de vous être joints à nous ce soir sur France Bleu Limousin.